Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, un nouveau journal de vlog, le 101e, et je démarre immédiatement en vous souhaitant une très bonne année, ça se fait. Et voilà, je vous souhaite le meilleur et surtout d'éviter le pire. Ah oui, et puis alors merci pour l'accueil que vous avez fait à la 100e. Je crois que j'ai passé les 5000 vues, un truc qui m'arrive quasi jamais, enfin alors au bout de 6 mois quoi. Donc ça m'a fait super plaisir. Et puis surtout vos retours, enfin voilà, les commentaires. Ça m'a trop fait plaisir, sachant qu'évidemment c'est parti en vrille dans ma tête en fait. Au début sincèrement je comptais rien faire d'exceptionnel. Puis j'ai eu l'idée du faux partenaire. Voilà, ça m'a fait rire. Et puis et après voilà, c'est parti en sucette quoi. Bref, mais en tout cas visiblement ça vous a plu et c'était un vrai bonheur de lire vos retours. Bref, alors je vais commencer ce JDV en précisant qu'il va être un peu plus court que d'habitude, je pense, parce que j'ai pas vu grand chose en fait dernièrement, de nouveau je veux dire. J'ai vu des trucs, mais je me suis rematé des vieux films avec ma chérie, tout ça. Mais en nouveauté, voilà, soyons francs, il y a pas mal de choses que j'ai arrêté. J'ai arrêté en cours de route parce que c'était pas bon, enfin ça ne me plaisait pas, voilà, c'est ce qu'il faut dire. Notamment les nouvelles séries Netflix et tout comme ça. Première reco d'ailleurs, complètement, et mes premières choses que j'ai vues par contre récemment, il s'agit du film Les Goûteuses d'Hitler, donc l'adaptation d'un roman publié en 2019, j'ai oublié le nom de la romancière qui en est l'auteur, et inspiré du témoignage d'une Allemande qui avait 96 ans lorsqu'elle a révélé un journal allemand qu'elle avait fait partie, d'un groupe de jeunes femmes qui étaient donc les goûteuses d'Hitler et à qui on a demandé poliment mais fermement, le film le démontre très bien, de partager tous les repas du Führer avant que lui-même n'y touche, afin de s'assurer qu'ils ne sont pas empoisonnés. Ça se passait à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale, l'époque d'ailleurs où Hitler passait le plus clair de son temps, dans ce lieu qu'on a appelé la Tanière du Loup, là, en Prusse orientale, endroit isolé et surprotégé, et voilà, et logiquement obsédé par les risques qui pesaient sur sa vie, et c'était totalement légitime, là ce coup-ci c'était pas de la paranoïa, donc il avait été mis au point ce truc. D'ailleurs le livre je ne l'ai jamais lu donc je ne sais pas, mais le film survole le moment où il y a eu le très célèbre attentat qui aurait dû coûter la vie à Hitler, qui a eu lieu donc à la Tanière du Loup. Donc voilà, on voit l'impact que ça a aussi sur toutes ces jeunes femmes. Voilà, l'attentat qui avait notamment donné lieu au magnifique film Valkyrie avec Tom Cruise. Je vais quand même vous faire le petit pitch, même si je réalise que je viens de vous le faire plus ou moins. Durant la Seconde Guerre mondiale, Rosa est recrutée comme goûteuse pour le chef du parti nazi Adolf Hitler. 3 fois par jour, la jeune femme et d'autres camarades doivent manger afin de s'assurer que la nourriture n'est pas empoisonnée. C'est une tension de chaque instant. Les actrices jouent très bien. Tout le groupe, il n'y en a aucune qui est connue, enfin en tout cas de moi. Ça dure 2 heures et c'est 2 heures vraiment assez riches. Il y a notamment une sorte d'histoire d'amour en fait. Elle va s'amouracher d'un officier nazi, alors qu'elle-même n'est pas du tout convaincue par l'idéologie, ce qui n'est pas le cas de certaines de ses camarades. Voilà, on a des scènes absolument glaçantes où certaines souhaitent qu'on en finisse, mais qu'on en finisse, c'est-à-dire il y a une phrase magnifique à un moment où il y en a une qui dit est-ce qu'il est possible d'espérer une défaite pour l'Allemagne donc. Et il y en a d'autres bien sûr qui jusqu'à la mort sont totalement convaincus, on va dire. Voilà. Alors c'est un film évidemment qui est pas très détente, voilà. Mais j'ai trouvé que c'était excellent. J'ai eu les critiques qui sont un peu dures de mon point de vue, elles sont positives globalement, mais même les moyennes, c'est vraiment pas la fête. Et je comprends pas trop pourquoi, parce que oui, c'est fait de façon assez classique, mais d'abord je trouve le sujet incroyable, et très intéressant. Et ensuite c'est pas prétentieux, je trouve que c'est pas du tout prétentieux. La fin, je l'ai trouvée très belle. Voilà, je vais pas vous la spoiler, mais vous doutez bien qu'elle a survécu puisque elle a fait ce témoignage à 96 ans. Mais la fin est quand même très 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 intense. Vrai reco, les goûteuses d'Hitler. Une fois de plus, j'ai vu des critiques pros là qui font vraiment la fine bouche, mais parfois je peux complètement capter, et parfois j'ai vraiment l'impression que les gens ils sont là et c'est un petit peu comme l'autre avec sa pub là. Non, pas assez bon pour Jacques Fabre. Bref, autre chose vue récemment et autre reco, alors moindre,
c'est voilà, c'est pas du niveau pour moi hein, des goûteuses d'Hitler. Girl Taken, mini-série Paramount Plus en 6 parties d'1 heure à peu près, enfin une cinquantaine de minutes chaque épisode. Donc là je vous fais le pitch. Lily et Abby, des sœurs jumelles, voient leur vie bouleversée lorsque l'une d'elles est enlevée dans leur paisible village rural anglais par Rick Hansen, un professeur très apprécié. Après des années de maltraitance en captivité, Lily s'échappe mais découvre que la liberté comporte son lot de défis. Le monde qu'elle désirait retrouver a évolué sans elle, tandis qu'elles luttent pour reconstruire leur famille, elles doivent affronter les dommages durables et la terrible réalité. Rick Hansen est toujours là, déterminé à contrôler le récit et à échapper à la justice. Ouais, je l'aurais pas résumé comme ça. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça raconte pas tout et il se passe des trucs énormes, voilà, qui sont pas dans le pitch. Ça, c'est toujours appréciable. Alors, c'est adapté d'un roman, là encore. Alors là, d'un roman total. C'est pas une histoire vraie. Alors j'ai vu que le roman évidemment s'inspire de certains cas, mais ce n'est pas factuellement un cas, enfin une affaire qui a eu lieu. L'auteur c'est Holly Overton et le roman s'appelle Baby Doll. Ah oui, alors attendez, je vous ai pas dit avec qui c'est avec Alfie Allen, cet acteur qui est incroyable. Alors là, il est glaçant. Alors je l'avais vu dans 2-3 trucs, dans un John Wick notamment, mais surtout, évidemment, pour beaucoup d'entre vous, ce sera le cas aussi, dans Game of Thrones, où il avait un rôle pas facile du tout, et où il crevait l'écran. Il était ultra malaisant. Alors là, au niveau malaisance, il pèse son poids, et j'étais bluffé, vraiment. T'as vraiment la chair de poule, mais de rejet, quoi. Vraiment super performance d'acteur. Et je dois dire que les deux sœurs qui sont dans la mini-série, qui sont donc en fait interprétées par 2 actrices qui sont elles-mêmes sœurs, les sœurs Evans, Tallulah et Delphi, et qui livrent elles aussi une performance assez bluffante. Enfin j'allais dire oui, surtout celle qui est séquestrée. Elle va être séquestrée pendant 5 ans quand même, hein, je précise. Donc c'est l'horreur absolue et il va lui arriver un milliard de trucs. Là je vous dis pas parce que je suis pas un spoiler, mais aïe, c'est compliqué. Et en parallèle, on voit donc la vie de ce type qui, ça je peux quand même le dire, a l'intelligence d'être très motivé sur les recherches, le soutien à la famille. C'est horrible. Alors, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle va pas s'attarder très longtemps sur la période de séquestration. Voilà, ça, il y a quand même, c'est pas bâclé hein, du tout. Mais ça devient pas chiant, ça a pas le temps parce que ça va surtout se développer sur les conséquences, les répercussions. Et là, je trouve que c'est vraiment assez bien fichu. Alors les répercussions évidemment, le retour à la vie, mais alors dans quelles conditions, le temps qu'a passé, l'innocence qui a été pulvérisée, et puis les liens familiaux, les idées reçues aussi, enfin même de la victime je veux dire, enfin bref, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié, ça tient en haleine de ouf. Il y a juste un gros reproche, c'est la fin. La fin, alors j'ignore s'ils ont pris des libertés par rapport au roman ou pas du tout, moyennement crédible la fin, ça part un peu en facilité scénaristique. La toute fin, vraiment, je sais pas. Je regardais ça et je me disais c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que tout ce qui précède est plausible. Je veux pas dire que la fin est impossible, mais elle est très improbable. Voilà. Après bon, pourquoi pas. Et c'est pas, enfin moi ça m'a pas fait regretter. Voilà, c'est ça que je veux dire en fait, tout simplement. Donc petite reco. Alors surtout reco pour la performance des acteurs et actrices. Donc et voilà, c'est tout. Putain. Et donc, ah non, alors attendez. Alors déjà un petit mot sur, parce que je pense que vous avez déjà tous tiqué, ou alors il faut vous acheter des lunettes, mais il y a un élément du décor qui a été modifié, le Goldorak a migré ici, pourquoi? Pour faire la place à Pantera, là, que j'ai, oui, je l'ai surnommé comme ça, j'aurais pu l'appeler Bagheera, hein, ceci dit. On a les références qu'on peut, quoi, la Pantera. Voilà, sublime cadeau de ma chérie, un peu forcé, j'ai envie de dire. Enfin, non pas que je l'ai forcé à me faire le cadeau, mais là, t'es sûr que... Et moi, ouais. Et je suis tellement heureux, je trouve... Alors, attendez, je vous ai fait une petite vidéo, parce que je suis un professionnel de la profession, de temps en temps, pour mieux vous montrer la bête. Alors, c'est une sacrée bestiole. Hein. Je ne sais pas combien elle pèse, mais c'est lourd. Et c'est beau. Voilà, elle est aussi lourde qu'elle est belle. Alors, j'étais super heureux, parce qu'en plus, c'est totalement... dans tout ce que j'aime. Hein. Enfin, voilà, c'est des déco... art déco 80s, donc pour certains de très mauvais goût, pour d'autres d'un goût exquis. Je sais plus qui m'a dit, là... J'ai montré. On se croirait chez Tony Montana, et oui, je vois ce que tu veux dire. Ou Patrick Bateman aussi. Bref, j'étais trop heureux de cette acquisition. Un petit mot également. Ah bah attendez. Voilà, pour ceux qui me disaient que c'était dommage que je ne porte pas ces magnifiques blousons en vidéo, voilà. Oui, je le mets parce que je voulais vous remercier également, parce que la vidéo interminable de 2h30 que j'ai fait il y a 4 ans,
À l'époque où je devais avoir 800 abonnés, grand max, et moins à mon avis même. Vidéo donc de 2h30 sur Michael Jackson et moi, enfin, vous connaissez le concept de ces vidéos-là, mais celle-là c'était la première que je faisais, je crois bien, vient de passer les 12 000 vues. Et voilà, pour moi c'est absolument énormissime, donc elle rejoint le top 3 de mes vidéos les plus vues ever. Ça s'est produit parce que j'avais constaté, surtout en voyant dans le YouTube Studio, que elle était de plus en plus vue depuis quelques semaines. Sans doute l'effet du biopic qui arrive, et ça m'a fait super plaisir parce qu'elle dormait un peu. Elle dormait depuis au moins 3 ans, hein, je pense. Et puis là, tout d'un coup, il y a beaucoup plus de commentaires, de vues. Ça m'a fait super plaisir. Même si, voilà, bon, je pense que si je refaisais cette vidéo aujourd'hui, je la ferais un petit peu différemment, pas dans comment dire, les arguments, tout ça, mais la lecture de la lettre, je suis un peu étonné de ne pas avoir plus coupé ou de l'avoir refait en mode moins à vif. Mais après, on va dire que c'est une vidéo très sincère, voilà. Donc en tout cas voilà, merci infiniment à vous pour voilà, avoir fait passer les 12 000 vues à cette vidéo improbable. Ah oui, une autre petite précision avant d'enchaîner avec les questions reçues. Je vais tenir compte des remarques que j'ai reçues régulièrement ces derniers mois, dont d'ailleurs je vous parlais dans le JDV précédent, concernant les magazines, les vieux magazines voilà, des années 80, peut-être même fin 70, ça dépendra. Et j'ai une idée, plutôt que de faire parce que vous me suggériez de refaire en fait des vidéos feuilletons à magazine ensemble, concept de taré que j'avais fait, et plutôt que de faire des petites vidéos de 7 minutes ou des trucs comme ça sur ma chaîne ponctuellement avec juste ce feuilletage de magazine avec les commentaires, etc., ça qui est drôle, hein. J'ai pensé les inclure à chaque JDV. Donc ce que je vais faire à partir de dorénavant, c'est que à la fin du JDV, il y aura 1 ou 2 magazines feuilletés. Je pense que ça peut être assez... Là par contre, je trouve que c'est une bonne idée, ça peut être sympa. Et je le fais exprès en toute fin de vidéo pour ceux à qui ça pète les couilles. Voilà, vous n'aurez qu'à stopper la vidéo du JDV juste avant. Et ceux que ça branche, et visiblement il y en a beaucoup plus que ce que je pensais, enfin que ça amuse en tout cas, et bien voilà, vous aurez 1 ou 2 à chaque fin de JDV, sachant que là j'ai déjà commencé à en tourner, donc je peux déjà vous dire que à la fin de celui-ci, je pense qu'on va se mettre un vidéo set, le vidéo set avec Rocky Balboa là en couverture avec Stallone, et un OK Magazine avec Michael, ou un Girl avec Michael. J'ai du coup fait un petit check-up dans mes vieilleries, et j'ai du stock par contre. Voilà, je vais pouvoir en faire un bon moment, vraiment un bon. Et je vais même retrouver des trucs qui vont, je pense, amuser et émouvoir ceux qui ont connu les vidéos club à l'époque. J'ai retrouvé des Actua Ciné, figurez-vous. Oh putain, bref. Donc voilà, vous êtes prévenus. Parce que si j'enchaîne avec les questions, sans forcément faire un top 2025 complet, pourrais-tu nous dire quels sont les films que tu as le plus aimé l'année passée? Totalement, je les ai notés. Alors, si je les retrouve... Ouais, voilà, je les ai notés. Parce que il n'y a pas grand chose de blockbuster, il y en a un, mais vous allez voir, c'est assez peu. Je ne vais pas vous faire des 5 minutes sur chaque, hein, ce serait interminable. Je vais juste vous faire la liste, c'est pas dans l'ordre, mais un peu quand même. Alors, un de mes coups de cœur de l'année, et ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, un de mes 2 ou 3 coups de cœur de l'année, sans le moindre doute possible, c'est She Rides Shotgun, avec Taron Egerton. Voilà, ce père sorti de prison qui embarque sa fille dans une cavale incroyable. Je vous ai fait un long retour à l'époque, et c'est magnifique. J'aurais tellement aimé que ce film sorte en grande pompe au cinéma. Il méritait tellement mieux. Enfin, bref. En tout cas, si vous n'avez pas vu She Rides Shotgun, sachez que c'est une de mes plus fortes recos de l'année. Ensuite, j'ai noté The Lost Bus, c'était sur Apple TV avec Matthew McConaughey. Voilà, je vous en ai fait un retour aussi euphorique, évidemment. Mais bon, voilà, ça c'est pas... les deux d'ailleurs, c'est pas des grands films au sens popularité, etc. Après Sovereign avec Nick Offerman et Dennis Quaid, pareil, je vous en avais parlé. Sharp Corner, je vous en ai également parlé. Ah oui, alors Sharp Corner, c'est un peu spécial parce que en vérifiant, moi je l'ai découvert il y a quelques mois, mais il date de 2024 en réalité. Donc on va dire que c'est dans les films que j'ai vus cette année, mais en réalité je devrais pas le mettre parce qu'il n'est pas sorti en 2025, mais en 2024 avec Ben Foster.
fucking incroyable. J'ajoute It Ends, hein, évidemment, dont je vous ai parlé très récemment. Également F1, alors avec Brad Pitt, efficace, voilà, nickel. Enfin, vraiment, en plus... du cinéma grand public comme je l'aime, voilà, vraiment. Ensuite, Wolfman, figurez-vous, sorti en janvier, je croyais que c'était 2024, mais non, c'était janvier 2025, avec Julia Garner et Christopher Abbott, qui avait pas mal divisé. Je m'étais préparé à pas du tout aimer, ça je m'en souviens extrêmement bien. Quand je l'ai lancé, je me suis dit, allez vas-y, ça va m'énerver, je sais déjà. Et au final, j'ai regardé comme ça, je me suis dit, mais c'est quoi le problème avec ce film, il est génial. Wolfman, gros coup de cœur de l'année. Voilà, même avec le recul, j'y repense et j'aimerais bien le revoir. C'était vraiment excellent, j'ai trouvé, sur thème du loup-garou, mais vraiment original. Enfin, j'ai trouvé. Ensuite, Substitution, que j'ai beaucoup aimé également. Sisu, je vais un peu accélérer, Le Chemin de la Vengeance, donc ça je vous en ai parlé il y a très peu de temps. Wolfman également. Good Fortune avec Keanu Reeves, qui, quand j'y repense vraiment, ça m'a beaucoup plu. Et alors un tout petit, oui et non, vu le casting, mais personne n'en a jamais parlé. The Unholy Trinity, je sais plus comment ça a été traduit en français, mais est-ce que ça a seulement été traduit en français, c'est même pas sûr. Moi je l'avais chopé sur un site Corsair, est-ce que c'est disponible légalement en France? Je ne sais pas. En tout cas c'est avec une de mes idoles, Pierce Brosnan, et Samuel L. Jackson, ah mais ce duo là... Même l'histoire, je trouvais que c'était génial. Un western donc, hein, mais alors plus quoi. Et avec quelques scènes, la scène chez le barbier coiffeur, là, tout ça, la fin. Non, c'était excellent. Si vous l'avez raté, vous le trouverez très facilement par contre sur le net, hein, je vous le dis. Et ça mérite largement d'être vu. Donc voilà. Quelles sont tes attentes pour 2026? Ah oui, quelles sont mes attentes pour 2026? Eh ben figure-toi que je l'avais noté également, normalement c'était à la suite. Mes attentes pour 2026, sachant que moi régulièrement, mes coups de cœur, c'est des films que j'ai pas vu venir et que j'attendais pas. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir, hein. Sur ce que je vous cite, c'est des claques que j'ai pris. She Rides Shotgun, je savais même pas que ça existait avant de le découvrir en fait. Et c'est le cas pour presque tout, à part F1, enfin F1. Et Sisu, que j'attendais. Donc voilà, je sais pas trop. Bref, il y a quand même des films qui sont annoncés et que j'attends très impatiemment, à commencer par le Peter Farrelly, I Play Rocky, je vous en ai parlé il y a pas très longtemps. Très curieux, très impatient et plein d'espoir. Alors j'espère vraiment pas être déçu, enfin on verra. Hein. Il y a aussi Project Hail Mary avec Ryan Gosling, me rend bien curieux. Et après, c'est un peu plus... comment dire, c'est beaucoup plus light, quoi. C'est juste que j'attends, que je suis curieux, j'ai hâte de voir, mais sans me faire trop d'illusions. Alors, The Mandalorian est gros goût, parce que moi, à part la toute dernière saison, je maintiens que, hormis la dernière saison, c'était génialissime, j'ai adoré. Et bon là, Jon Favreau, j'espère que le premier teaser qu'on a eu, sans me faire peur, je trouve, je sais pas. On va voir, j'ai quand même de l'espoir. Ensuite, alors la curiosité de Salmioche, hein, mais les maîtres de l'univers, hein, bien évidemment. Et Werewolf de Robert Eggers, même si j'ai détesté The Northman, là, qui était vraiment... non. Et que j'ai détesté également Nosferatu, quoi. Je sais pas pourquoi ce mec, dans ses derniers films, vraiment, ça va pas du tout. Mais à chaque fois, je me dis... je perçois son talent quand même. Et je me dis, ah voilà, il s'est viandé, mais il est capable de tellement mieux. Et je me dis, Werewolf, peut-être que ça va être bien. Voilà. Et j'aurais pu dire que j'attends le troisième volet de 28 ans plus tard, là, le Temple des Morts. Mais finalement, pas du tout. Puisque j'ai vu qu'il va être réalisé par Nia DaCosta. Ça sera plus le même réal, donc... Et en plus, cette nana, c'est de la merde. C'est de la merde. Le seul truc que j'ai vu d'elle, je l'ai détesté. Alors à un point, c'était le Candyman. Donc c'est une nana en qui j'ai aucune confiance et je pense que ça va être une bouse du coup. Voilà. Alors autre très grosse attente, parce que si je le cite pas, vous allez vous dire what. Mais bon, Michael. Évidemment, le film Michael, avril, je crois. Même si je ne me fais alors là vraiment aucune illusion. Je pense que ça va être très compliqué. Voilà. Émotionnellement parlant, je veux dire, de pas s'énerver, sachant qu'en plus tous les choix de l'estate font que ça va être du pain béni pour tous les haters, et ce sera pas la faute des haters, ce sera la faute de l'estate. Bref.
C'est très dommage. Je pourrais développer, mais pas faire 1000 ans là-dessus. Penses-tu que Roadmaster va finir par être adapté au cinéma, un de mes Stephen King préférés, écrit après son accident? Ah, ça me fait tellement plaisir. Vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, que Roadmaster, c'est un de mes romans de Stephen King préférés. Et c'est sans doute pour moi une des plus grosses injustices. C'est-à-dire que c'est vraiment un roman mineur. Ça n'a pas été un triomphe. Beaucoup de fans de Stephen King l'ont même pas lu. Enfin, je parle pas des fans qui ont tout lu par principe. Et pour moi, c'est une masterclass, quoi. Alors, va-t-il finir par être adapté au cinéma? Malheureusement, pour l'instant, ça sent très 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 mauvais. Tu le sais sans doute, mais à une époque, il y avait le réal Jim Mickle, à qui on doit ce magnifique film Cold in July. Oh là là, que j'adore ce film, que j'ai en DVD d'ailleurs. Ouais. Qui devait se charger de l'adaptation. Le projet était en cours, il y avait un scénar qui était finalisé, et le Covid est arrivé. Donc ils n'ont rien pu faire, et quand les interdictions liées au Covid ont été levées, ils avaient perdu les droits. Voilà. Vous savez que quand on achète les droits d'adaptation d'un roman, c'est que pour un temps limité, et c'est le temps durant lequel tu dois faire ton film, par exemple. Et eux, du coup, ils n'avaient pas fait le film à cause de ça, et ils ont perdu les droits. Et les droits ont immédiatement été rachetés, c'est là où ils n'ont pas une bol, par James Wan. Au tout début, il y a des gens qui se sont dit « Waouh, James Wan récupère le projet, du coup, enfin, il récupère les droits. » alors, il récupérait pas le projet dans le sens où James Wan, du coup, avait annoncé qu'il allait mettre d'autres mecs sur un nouveau scénario. Enfin, il allait faire son adaptation du roman, hein, évidemment. Du coup, c'était plus du tout. Et d'ailleurs, Jim Mickle, il avait commenté en disant qu'il était effondré parce que eux, ils étaient prêts. Il n'y avait plus qu'à tourner, quoi. Et là, tout à la poubelle. C'est d'autant plus rageant que autant Jim Mickle, il allait faire le film, autant James Wan, ça fait au moins 2 ans qu'on n'a plus aucune nouvelle. Et d'après les sources les plus fiables que j'ai pu trouver, il se passe rien. Donc c'est désolant, et je ne sais pas si ça finira un jour par se régler. J'imagine que James Wan, il n'a pas non plus payé les droits à vitam aeternam. Par contre, il a peut-être plus de moyens financiers que Jim Mickle, donc lui, il peut s'amuser à renouveler, tu vois, à prolonger le truc tout le temps que ça l'amuse. Même si lui ne fait rien du tout et ne tourne pas de film, enfin même ne valide pas de projet, même il n'est pas obligé d'être le réal lui-même, hein. Mais bon, bref. Mais j'ai bien les boules, parce que j'adorerais voir un film Roadmaster. Oh là, ça pourrait être incroyable à voir, quoi. Team Chevy Chase ou John Candy? Alors au cinéma, Chevy Chase, clairement quand même si j'adore les deux, hein. Après, humainement, c'est sans doute John Candy, parce que la Chevy Chase, il y a un documentaire qui commence à faire beaucoup de bruit, en tout cas aux États-Unis, que je vais regarder bien sûr. On a vu des extraits déjà sur X notamment, et ce mec est vraiment... c'est compliqué de l'aimer, enfin je veux dire qu'il n'est pas appréciable humainement, il vieillit pas bien non plus visiblement. Donc il est ultra condescendant, enfin j'ai vu des extraits de l'entretien, et ça fait chier, quoi. Bref, Nick Six, c'est pour moi protéger des dieux quand on connaît l'histoire qui a inspiré Kickstart My Heart. Pourquoi j'ai noté ça? C'est pas une question. Je sais pas du coup trop quoi répondre. Alors par contre, pour ceux qui seraient pas au courant, en décembre 87, Nicky Six a fait une overdose d'héroïne et il a été, déclaré cliniquement mort. Par les secours. En fait, quand les secours sont arrivés, ils ont essayé de le réanimer, ils n'ont pas réussi. On l'a déclaré cliniquement mort une fois arrivé à l'hôpital, et la news fuitait immédiatement, hein, Nicky Six, en 87 en plus, donc Motley Crue était genre numéro 1 aux États-Unis. Les radios ont annoncé le décès du mec, et même ses potes du groupe ont été prévenus qu'il était mort. Et il a finalement été ressuscité, complètement dingue, par l'acharnement, grâce à l'acharnement d'un ambulancier qui, par la suite d'ailleurs, s'est avéré être un fan de Motley Crue. Donc voilà, une histoire complètement incroyable, hein, c'est sûr. Donc oui, il y a eu beaucoup de bol. As-tu de prochains projets musicaux? Alors c'est drôle parce que ma chérie m'en parlait il y a pas longtemps. Oui, mais pas... oui. Oui. Il y a une sorte de compilation qui va sortir, mais pas une compilation de choses déjà disponibles. Une compilation d'inédits, de remix par d'autres artistes. Voilà, je pense que ça va sortir, je sais pas trop quand, mais d'ici l'été, ça c'est absolument certain. Mais ce sera pas un nouvel album, c'est ça que je veux dire. As-tu vu ou aimé les séries espagnoles Le Coucou de Cristal et La Cité des Ombres et la série italienne Le Monstre de Florence sur Netflix? Coucou de Cristal,
Je crois bien que je l'ai arrêté à mi-chemin, même si j'aime beaucoup l'actrice principale que j'avais déjà vue dans une autre série et qui joue très bien. Mais j'avais pas réussi à accrocher. Par contre, Le Monstre de Florence, je l'avais vu quand c'est sorti sur Netflix et j'en ai fait un retour très positif en JDV. Donc oui, ça j'avais beaucoup aimé. Le Coucou de cristal, je dis pas que c'est pas bien, hein, mais j'ai décroché en fait. Quelle est la personne que tu admires le plus actuellement dans le milieu du cinéma? Oh, alors ça c'est pas très compliqué. Après, il y a des gens qui vont me dire c'est pas le milieu du cinéma, mais c'est Taylor Sheridan. Notre Cowboy Marlboro préféré. Taylor Sheridan, c'est le mec, je veux dire, hormis les vieux, tu vois, une personne de notre époque, c'est ça que je veux dire, enfin, de notre époque plus ou moins, mais je veux pas citer Spielberg, tu vois. Taylor Sheridan, c'est celui qui m'impressionne le plus. Et pour moi, c'est pas parce que ça sort pas en salle que c'est pas du cinéma. Voilà, il y a toute la différence entre aimer le cinéma et aimer les films projetés dans une salle de cinéma. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. Moi, je disais que j'adorais le cinéma quand j'étais ado et 9 fois sur 10, c'était des films que je louais au vidéoclub. Donc, selon toi, la maladie de Michael J. Fox pourrait-elle avoir été provoquée par l'enchaînement des tournages épuisants sur la trilogie Retour vers le futur et de Sacrée Famille? Je sais pas trop quoi dire. De mémoire, il avait contracté un virus, enfin la version officielle en tout cas, c'est qu'il a contracté un virus en 91. Il avait 29 ans, tout comme ça. Quand il tournait justement, ouais, c'est peut-être ça du coup, Sacrée Famille, enfin le sitcom là. Et il a, comment dire, c'est ce virus en fait qui apparemment aurait déclenché, enfin provoqué la maladie de Parkinson. Voilà, je n'en sais pas plus parce que je suis pas du tout spécialiste. Après Parkinson, je crois que il peut y avoir plusieurs raisons de son déclenchement, mais vu la série Les Maîtres de l'air qui m'a énormément plu, mais tu as dû la voir. Bien évidemment que je l'ai vue et je vous en avais fait les louanges à l'époque avec Austin Butler que j'adore et qui est parfait dedans, mais il n'y a pas que lui. Hein. Ah non, Les Maîtres de l'air, j'avais surkiffé. Comme tu es fan de Motley Crue et Wasp, je te conseille le groupe Sabir. J'essaie de bien prononcer par rapport à l'écriture. Je ne connaissais pas du tout ce très petit groupe apparemment. Du coup, je suis allé voir, hein, je suis allé fouiner. J'ai vu que j'ai pris des notes. Hein. J'ai vu que c'était un groupe canadien formé en 2010, dont le chanteur est parti en Australie pour continuer le groupe, mais avec, il a changé tous les membres. Et ensuite il est parti aux États-Unis à l'été 2025 et puis j'ai l'impression qu'il est revenu dans son pays natal. Enfin après j'ai vu que c'est très anecdotique parce qu'au début je me suis dit comment ça se fait que je connaisse pas, tu vois. Mais en fait je connais pas parce que personne connaît. Enfin ça, c'est un tout petit truc. Mais du coup merci parce que c'était comme une découverte. Alors je suis allé sur YouTube, c'est comme le plus simple. Et j'ai beaucoup aimé une chanson qui s'appelle Ice Cold Lust, que tu dois connaître. Que j'ai trouvé très sympa. Le clip est assez drôle. Faut dire que visuellement il est un peu ridicule. Et ensuite alors j'ai écouté d'autres titres, notamment Mistress et Call Me Bastard. Et là j'ai compris ce qui me gênait, c'est que c'est un duplicata. Mais alors le talent en moins quand même, hein, on va pas se mentir, de Wasp. Mais là j'ai pompé Wasp à ce point-là. C'est abusé quoi. Voilà, donc je comprends qu'en fait il ait jamais été signé par une maison de disques digne de ce nom. C'est un peu scandaleux. Ça m'a rappelé les groupes qui copiaient Cure ou Depeche Mode mais sans aucune subtilité. Enfin, c'est-à-dire que tu te dis mais où est le talent, enfin où est l'originalité, même un peu être influencé, tu vois, je veux bien. Mais là le mec mais tout en plus, la tenue sur scène c'est pareil, les mimiques c'est les mêmes que Black Widow Less. Enfin, Call Me Bastard, on jurerait un rip-off de Wasp, c'est abusé quoi. Donc en fait la seule chanson que j'ai trouvé vraiment bien et qui est pas trop Wasp, enfin c'est-à-dire que là tu te dis bon il y a un petit truc, c'est Ice Cold Lust que j'avais vraiment surtout le refrain, je trouvais super beau. Mais donc non en fait je peux pas dire que j'ai accroché à part cette chanson. À ton avis, quel groupe présent ou passé tolérerait plus de 10 minutes la présence du batteur du Muppet Show dans leur team? Oh putain, je l'avais en petit, le batteur du Muppet Show, là, comme les figurines Schtroumpf, là. J'avais Kermit, j'en avais 2-3, c'est passionnant, mais presque. Quel groupe présent ou passé tolérerait plus de 10 minutes le batteur du Muppet Show? Oh, c'est facile. Slayer, Morbid Angel, Sepultura, Megadeth aussi, sans doute, Cradle of Filth, Testament, il y en a plein.
qui même l'engagerait même, carrément. On m'a dit que Lady Gaga avait une collection d'objets liés à Michael Jackson. Est-ce que tu confirmes? Ah oui, oui, bien sûr, je confirme totalement. Enfin, c'est assez connu quand même. C'était en 2012, je crois, suite à d'importantes ventes aux enchères qui ont eu lieu sur des effets personnels des vêtements pour les trois quarts. Et en particulier à Michael, Lady Gaga a acquis, je crois, plus de 400 tenues. Donc c'est une grosse collection quand même. Elle a dépensé plusieurs millions de dollars. Et d'ailleurs, elle avait dit que c'était pour s'assurer de leur protection. Elle voulait pas que ça parte dans tous les sens, sans savoir vraiment ce que les acheteurs pourraient en faire, tu vois, ce qui est pas faux, hein. Elle a dit, moi je vais les conserver dans les règles de l'art, enfin avec le respect qui leur est dû, etc. Voilà, pour en prendre soin, en fait, d'une certaine façon. Et d'ailleurs, je crois qu'elle a prêté je suis même sûr, elle a prêté quelques articles pour le biopic Michael. Alors, c'est dommage qu'elle n'ait pas racheté le blouson de Beat It, parce que visiblement ils sont allés l'acheter sur Temu. C'est bien dommage. Je viens de voir les films de ce réalisateur anglais, Babak Anvari, Once I Came By, et surtout un banger de 2025, Hollow Road, un des meilleurs films d'horreur de 2025. Si tu ne connais pas, jette-toi dessus. C'est le nouveau Night Shyamalan de Dieu, à l'époque où il était incroyable. Alors écoute, j'en avais parlé pourtant il n'y a pas très longtemps, mais tu t'es peut-être pas abonné à la chaîne à ce moment-là, parce que c'était il y a quelques mois seulement. Hollow Road, je l'avais vu et j'ai pas du tout aimé. C'est ultra yanche. Autant j'aime beaucoup, enfin il y avait d'autres films, hein. Il y a d'autres films qui sont exactement comme ça, c'est-à-dire tout le film, c'est dans une voiture, des gens qui se parlent, et c'est la tension, etc., etc. J'avais vu d'autres films de ce mec, et j'ai pas accroché non plus. Voilà. Après, c'est que mon ressenti, hein, donc ça veut pas du tout dire, c'est juste moi, quoi. Comment expliques-tu l'incroyable entraide des stars du heavy metal dans les années 80, en portant par exemple sur les photos promotionnelles ultra diffusées des t-shirts d'autres groupes de même mouvement? Ah bah oui, un phénomène qu'on ne voit pas dans d'autres styles musicaux. C'est vrai. Alors, c'est très particulier parce qu'il y a des gens qui vont me dire, bah si, il y a des photos d'artistes avec des t-shirts d'autres artistes. Oui, mais c'est des photos, par exemple, tu vas voir un jeune mec d'un groupe d'aujourd'hui, enfin une vedette d'aujourd'hui avec un t-shirt Queen ou un truc Rolling Stone, enfin la belle affaire, quoi. À l'époque, c'était, et ça c'est vrai que c'est vraiment spécifique à ce milieu-là. Les mecs se soutenaient parce qu'ils étaient... Alors pourquoi ils faisaient ça déjà? J'ai un exemple qui me vient en tête, mais il y en a plein, mais plein. Rat. Alors, Rat, vous savez, si vous me connaissez un peu, que c'est un de mes groupes préférés, tout court même, hein, simplement. Mais c'est surtout donc un de mes groupes préférés du mouvement heavy metal des années 80, air metal, glam metal, peu importe comment vous le nommez. Et j'ai en tête des photos des mecs des autres plus grands groupes du mouvement à l'époque. Par exemple, Nicky Six, on en parlait tout à l'heure, de Motley Crue, qui portait des t-shirts Rat, ou Bret Michaels de Poison, également un des leaders du mouvement à l'époque, qui posait, alors vraiment sur des photos en plus qui étaient destinées à être en poster, enfin dans les magazines et tout. Donc c'était évidemment un choix qui n'était pas, c'était pas le hasard quand le mec pose avec un t-shirt d'un autre groupe. Et c'est parce qu'ils étaient fans entre eux, la raison évidente. Et alors pourquoi ils le faisaient? Parce que tu vas me dire, oui mais il y a plein d'artistes qui sont fans d'autres artistes et ils s'interdiraient de leur faire la pub. Ils diraient que c'est un peu humiliant, enfin que ça les place dans une position qui est... Voilà, c'est un peu comme Prince, par exemple, qui détestait faire les éloges d'autres artistes contemporains à lui. Voilà. Parce qu'il y a Prince, il n'avait pas de problème à dire que Jimi Hendrix c'était cool, mais il avait beaucoup de problèmes à dire, par exemple, que Michael Jackson c'était cool. Voilà. Alors par contre, à la mort de Michael Jackson, il l'a dit, et redit, éprouvé, etc. Mais bref, donc là, je pense qu'une des raisons, c'est que tous ces types, ou presque, de ces groupes-là se sont connus quand ils crevaient de faim dans les rues de Los Angeles, à écumer les clubs, à vivre avec vraiment des miettes, hein, mais vraiment limite clodo, hein, complètement, avant d'être signés et de connaître le succès. Et c'est le cas de pas mal de groupes, et donc en fait ces mecs-là se sont connus juste avant d'exploser, et je pense que leur amitié ou il y avait un côté pote, quoi, vraiment, qui n'a pas disparu, je veux dire, une fois qu'ils sont devenus des méga stars qui vendaient des millions d'albums. Voilà, Motley, Rat et Poison, ils vendaient des millions et des millions d'albums. Et pourtant, ils sont restés c'est vrai, dans ce truc-là, quoi. As-tu déjà entendu parler du groupe Turnstile et du groupe Jeez? Turnstile, on en parle comme les nouveaux papes du genre hardcore, donc j'aimerais bien voir ton avis. Alors Jeez, je connais pas du tout, j'ai jamais entendu parler de ma vie. Par contre, Turnstile, j'ai découvert l'année dernière, j'en ai parlé en JDV, et je me suis pris une énorme baffe, notamment avec l'album Never Enough, donc c'est le dernier. Mais celui d'avant était incroyable aussi, donc j'adore.
J'adore, j'écoute assez régulièrement. Mes morceaux préférés, c'est Never Enough, il y a Light Design et Look Out For Me, un truc comme ça, que j'aime beaucoup aussi. Mais il y en a d'autres que j'aime énormément d'eux. Hein. Alors après, tu dis, voilà, du genre hardcore... Bon, maintenant les médias, et on le voit même par rapport au magazine où on voit des articles sur le groupe, musicalement on peut plus dire que c'est hardcore. Hein. Ça l'était au tout début, mais là c'est fusion, enfin c'est pas plus hardcore que Face No More, enfin, c'est même moins en fait, parce que il y a vraiment beaucoup d'électro maintenant, des trucs presque new wave, mais c'est très bon, ils sont très forts. Alex, un mot sur la mort de MTV qui a fermé toutes ses chaînes le 31 décembre. Ah oui, alors j'avais vu passer ce truc-là, mais c'est une fake news ça par contre. Hein. Donc je te rassure, mais en fait... Je pense que t'es comme moi, tu t'en bats les couilles. Alors, le déclin par contre, le déclin d'MTV, les temps ont changé, et puis voilà, avant les clips, ils étaient presque exclusivement réservés, enfin mais même pas presque, exclusivement réservés à la diffusion par la télévision et la vente de vidéocassettes, enfin de VHS. C'était les deux seules méthodes pour diffuser des vidéoclips. Aujourd'hui, évidemment, mais aujourd'hui, depuis 20 ans, c'est à 99% sur Internet que les clips sont... Enfin, c'est par Internet que les clips sont vus par le public, c'est plus du tout par des chaînes de télé. Et voilà, MTV, le concept, c'était quand même des clips non-stop. Après, ils se sont un peu orientés vers des émissions. Après, il y avait les reality shows. Donc on connaît leur heure de gloire aussi, les MTV Unplugged, il y a eu plein de choses. C'est plus du tout ce que c'était, ça c'est sûr. Et ça n'a plus vraiment de sens. Moi parce que donc c'est faux en fait. Hein. Ce qui a fermé, et je pense qu'il y a une confusion ou alors une envie de faire le buzz chez un ou deux médias mal intentionnés et du coup les gens ils ont fait quoi. Mais en réalité c'est juste la chaîne anglaise. Alors oui, c'est symboliquement MTV Angleterre qui ferme, c'est impressionnant. Et le MTV Australie. Voilà, ces deux-là ont fermé. Mais évidemment, MTV possède est diffusé dans beaucoup plus que ça de pays. Le patron de la Paramount, puisque MTV appartient à la Paramount, qui a fait une déclaration en disant qu'il n'était pas du tout prévu de fermer MTV dans tous les autres pays, quoi. Donc du coup, MTV est pas mort du tout, il est juste mort en Angleterre et en Australie. Mais en réalité, MTV est mort vivant. Voilà, plus personne. Je sais pas. Est-ce que dans les pays où MTV est diffusé, il y a vraiment des gens qui découvrent des trucs sur MTV, peut-être, je sais pas. À part et d'ailleurs, je crois que MTV dans ces pays-là survit grâce à ces émissions de télé-réalité. Que penses-tu des dernières démos de Michael Jackson qui ont fuité? Pour ma part, elles ne sont d'aucune utilité car je me contente uniquement de ce qui a été validé et édité par Michael Jackson de son vivant. Que penses-tu des dernières démos? Alors c'est vrai que là on vit un début d'année complètement dingo, quoi, où chaque jour on a un ou deux inédits qui... Alors ça dépend, comment dire, ça va de la démo presque finie à des trucs de 20 secondes où on n'entend rien, ou des instrus, ou bref, ça reste des démos quand même. Et là, il y a un dégueulis d'inédits, donc je pense qu'il y a un truc qui a été lâché, quoi. Est-ce que c'est... il y avait eu une histoire de vol, hein, il y a quelque temps, il y avait eu un vol avec beaucoup d'inédits, et est-ce que c'est cette personne-là, ce réseau-là qui a volé ce truc-là, et qui est en train de tout mettre sur Internet? Je ne sais pas, bref. Mais c'est assez fou, hein. On a rarement connu ça, même jamais, avec les inédits de Michael. Comment te répondre? Sont d'aucune utilité. Moi, je trouve que c'est... je suis pas d'accord. Maintenant, je comprends complètement ton ressenti. C'est pas du ressenti d'ailleurs. C'est ton principe qui dit, moi, je ne veux prendre en compte en fait que ce qui a été validé, fait et validé par Michael, du coup de son vivant. Parce que c'est vrai qu'après sa mort, il a arrêté de valider les trucs. Non mais voilà, sous prétexte de décès, quoi. Hilarant. Moi, il y a plusieurs choses. Je fais une différence entre les démos inachevées
et les démos complètes laissées intactes, je veux dire post-mortem quoi du coup, et celles voilà comme je disais donc qui étaient inachevées mais qu'on a finalisé, remixé ou bidouillé en tout cas dans le dos de Michael Jackson, comme ça a été fait par exemple sur les 2 albums posthumes, Xscape et Michael. Alors je mets de côté les 3 titres, les 3 faux titres, mais Xscape par exemple on a eu un CD bonus de démo parce que les fans l'avaient réclamé en fait tout simplement, mais l'album normal c'est des chansons remixées après le décès de Michael par des gens qui peuvent pas deviner ce que Michael aurait aimé, enfin donc là la démarche, et pourtant qualitativement Xscape c'était vraiment bien, il y avait des très belles choses, il y avait quand même beaucoup d'inédits qu'on connaissait déjà, mais on les avait avec un meilleur son, enfin je parle du CD bonus avec les démos intactes, mais la démarche, je comprends que, enfin moi je suis comme toi de toute façon, modifier ou créer des arrangements sur une compo de Michael Jackson, du coup après son décès sans son aval évidemment, c'est non en réalité, enfin c'est inadmissible. Après, quand ça a lieu, moi je suis fan, donc en fait j'écoute. Enfin, voilà. Après je cautionne pas, mais j'écoute juste pour m'informer en fait. C'est plutôt ça. Le conflit qui existe et qui est réel, hein, et que j'ai encore vécu, enfin que je vis régulièrement quand il y a des inédits qui sortent, c'est un conflit entre curiosité, fanitude et respect de l'artiste, voilà, tout simplement. L'éthique quoi. Sur le principe, je pense qu'on n'a pas, enfin on ne devrait pas entendre des choses que Michael n'a pas souhaité nous montrer, nous faire écouter. Voilà, si c'est pas sorti, il y a une raison. Enfin, il était pas, comment dire, c'est pas comme s'il avait été en train de finaliser un album studio la veille de sa mort et que la moitié était terminée. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Là, on sort des inédits de toutes les époques. Hein. Alors, moi, après, en tant que fan, c'est compliqué parce que il y a des tueries dedans. Il y a des trucs, c'est anecdotique, et tu te dis, ouais, ok, là, je sais pas comment tu dis, mais je te rejoins, c'est-à-dire que aucune utilité. Oui, il y a des démos, c'est aucune utilité, même de les écouter, je veux dire. Ça sert à rien, enfin. C'est vraiment, là, c'est fan. Bon, mais je comprends, moi, je suis curieux, j'écoute quand même. Hein. Mais ça n'a aucun intérêt, enfin voilà. Après il y en a, t'es choqué, tu te dis pourquoi c'est pas sorti. Il y a des chefs-d'œuvre quand même hein, qu'on a en inédit, qui sont jamais sortis. Vraiment des tueries incroyables. Mais c'est pas sorti, c'est compliqué. De quand date ton tatouage de la MGG Production et quel était son prix? Ah oui, j'ai regroupé quelques questions sur Michael visiblement. Il date de la mort de Michael. En fait, ça faisait des années que je voulais un tatouage Michael Jackson et je ne savais pas, je voulais pas un visage. Ceux qui connaissent tous mes tatouages, il n'y a pas d'illustration. C'est des symboles, du lettrage, même pour là. Ça faisait un petit moment en fait que j'hésitais, je me disais, je pense que je vais me faire le logo de MGG Production parce que je le trouvais somptueux, ultra classe, et il y avait surtout une version un peu griffonnée, parce qu'avant le logo était tout clean, quoi. Et là il y avait ce logo un peu plus moderne, enfin un peu plus, voilà. Quand Michael est décédé, ça m'a... Bon, de toute façon, voilà, vous avez qu'à voir ma vidéo spéciale, mais en fait, le lendemain, je crois bien, le lendemain, j'ai appelé un ami à moi qui était tatoueur, et je lui ai dit, voilà, et je voudrais me faire tatouer ce symbole de Michael, et je voulais pas que ce soit fait par un inconnu. Et du coup, il m'a reçu et il me l'a fait. Donc je l'ai eu, mettons, tout fin juin 2009 ou tout début juillet 2009. Pat, si tu me regardes, El Patman, donc un tatoueur toujours en activité hein, à Paris. Donc je sais plus ce que je voulais dire. Oui, si je l'ai payé, mais alors je sais pas. Je l'ai payé, mais je ne sais plus du tout combien. Mais je l'ai payé. Hein. Comment dire, il était hors de question. C'est une démarche, hein, se faire tatouer. Donc il était hors de question de toute façon de pas le payer. Donc je l'ai payé tout à fait normalement. Voilà, après je sais pas. Moi j'en ai peut-être eu pour un peu moins d'une heure. Souvent c'est, enfin en tout cas à l'époque c'était un peu moins de 100 € l'heure ou un truc comme ça, donc je pense que j'ai dû payer 100 €, quelque chose comme ça. Il n'était pas très compliqué à faire, hein, c'était pas passionnant à faire, mais c'était émouvant par contre. Je me souviens qu'on était tous les deux super émus. Le monde entier était encore sous le choc. Hein. Et d'ailleurs, durant cet été-là, quand j'étais dans le métro, dans la rue, tout ça, j'étais en t-shirt et le nombre de personnes qui m'arrêtaient pour en voyant le tatouage, c'était toujours bienveillant, mais les gens étaient vraiment, j'ai jamais vécu ça, même à la mort de Prince, tout ça, c'est pas à ce niveau-là du tout.
Michael, ça a retourné la planète, hein, c'est assez étonnant. Bref. Tu as dit que certaines photos de Michael Jackson créées par IA t'impressionnaient. Serait-il possible que tu nous en montres quelques exemples pour qu'on puisse juger par nous-mêmes? Mais bien évidemment, bien évidemment. Alors, comme j'avais précisé, en fait, ce qui est... je vais vous en mettre, hein, donc voilà, je vais vous en faire défiler quelques-unes pendant ce temps. Je continue de blablater, car c'est ma passion. Ouais, ce que je vais surtout vous montrer, c'est ce qui m'impressionne le plus dernièrement. C'est la restauration par IA. Et là, j'avoue que c'est ultra impressionnant. Et c'est assez cool. C'est-à-dire que même éthiquement, je trouve ça génial. J'ai aucun reproche à faire là, par contre. Et là, on rejoint un peu ce que voilà, les gens m'avaient dit. Ouais, pour ton visuel de vignette, finalement, tu as utilisé l'IA, mais pas de la façon dont tu la condamnes. C'est-à-dire pas pour créer, en fait, pour traiter. Et là, j'avoue que c'est l'IA, c'est un super outil. Il y a des vieilles photos, on n'a plus les traces, ou elles sont pas, en tout cas, le public n'a pas accès aux négatifs, au tirage, tout ça. Et on a des versions déplorables. Et là, en nourrissant l'IA de milliers de photos de Michael Jackson, elle devient capable en fait de comprendre selon les années, enfin les périodes où ces photos ont été prises, etc., quel était l'état de son visage, quel était même l'état de sa peau, enfin, et waouh, là j'avoue qu'il y a des résultats, c'est hallucinant. C'est ça qui m'impressionne le plus récemment. À propos de ta vidéo sur Kiss, je me demandais si tu avais déjà vu Detroit Rock City avec Edward Furlong. Ça vaut l'écoute, en particulier pour tout membre assidu de la Kiss Army. Pour ma part, c'est un des films les plus représentatifs de l'Amérique fin 70s. Non mais mec, j'imagine que tu as vu ma vidéo sur Kiss. Comment peux-tu croire une seule seconde que je n'ai jamais entendu parler de ce film et que je l'ai jamais vu? J'en bafouille, tu vois. Alors, pour ceux qui connaîtraient pas, parce que par contre, c'est pas un film... D'abord, c'est un film qui n'a pas du tout marché. Ça a été un bid monumental. Ils ont perdu une fortune. Je crois que ça avait coûté 17 millions de dollars et ça en a rapporté 2. C'est vraiment une catastrophe. Par contre, par la suite, c'est devenu un film culte. Donc je crois qu'il s'est refait une santé financière au fil du temps, tu vois. Blu-ray, DVD, machin, tout ça, même VOD, parce que c'est vraiment... c'est un film qui est un peu culte, quoi, aux États-Unis. En gros, de quoi ça parle? Ça parle de 4 ados, pour ceux qui ne seraient pas du tout au courant. 4 ados américains dans les années 70, donc effectivement, plutôt fin 70 quand même, qui vont faire... ils vont fuguer, en fait, hein, tout simplement, pour se rendre à un concert de Kiss à Détroit, donc, après que la mère d'un des mecs, en fait, ait brûlé les billets, enfin, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de billets, ils partent à l'aventure, et voilà, c'est un road trip avec des péripéties improbables. Moi, j'aime beaucoup ce film, j'aime beaucoup son esprit. Alors, ce qui est drôle, d'ailleurs, c'est que... ça faisait longtemps que je n'avais pas pensé, d'ailleurs je ne l'ai même pas mentionné dans ma vidéo sur Kiss, mais j'ai pas non plus mentionné le film de Kiss. Voilà, il y a des oublis, hein, qu'est-ce que je te dis. J'ai même pas parlé de mes souvenirs à moi de concert de Kiss, non mais putain, mais va te rapiller. Toujours est-il que, quand j'ai regardé un petit peu qu'est-ce qui devient ce film en fait dans les critiques, les moyennes, tout ça, ben finalement il y a des super bons papiers qui disent que c'était une comédie quand même assez drôle, ce qui est vrai. Et pas si idiote que ça, avec un regard, comme tu dis, un regard assez juste sur la jeunesse aux États-Unis de la fin des années 70, et que c'est un film qui a beaucoup de charme. Je vous le recommande, si ça vous branche. Hein. Nicolas t'a-t-il initié également à Sax Rohmer et à son Fu Manchu? C'est assez kitsch, mais j'aime bien l'ambiance qu'on y retrouve pas du tout. Personne ne m'en a jamais parlé. Fu Manchu, ça me disait quelque chose de non, mais en fait, c'est en lisant ta question que je suis allé regarder et j'ai vu que c'était une série de romans policiers du début des années 900, je crois, 1912 ou un truc comme ça. Voilà, avec des enquêtes façon Sherlock Holmes. Et donc, le méchant de toute cette série de romans, romans de gare, hein, visiblement. Hein, c'est des romans très très légers, hein, d'action. Donc c'est Fu Manchu. Et j'ai vu d'ailleurs que du coup le Sax Rohmer était... enfin, on prenait plein la gueule. C'est très... Enfin, ça tape de façon assez peu tolérante sur tout le peuple asiatique, avec les préjugés du début des années 1900. Mais je ne sais pas. Moi je sais pas, puisque j'ai jamais lu. J'ai vu qu'il y avait des films qui avaient été faits, j'ai jamais vu. J'ai une reco pour toi, la série Barry. C'est un hommage constant au métier d'acteur, à celui de réalisateur, mais aussi une critique acide de ce milieu et des plateformes. Oui, alors je me souviens, je l'ai vu et j'avais bien aimé, même si je trouvais que c'était un peu par moment en fait, un peu trop léger et fun pour moi, mais pas... Enfin, des fois j'adore quand c'est comme ça. Mais là, je regrettais un peu cet axe-là. Voilà. Mais il me semble qu'il y a 4 saisons, je sais pas si j'ai vu les 4, je suis pas sûr. J'ai peut-être décroché avant la 4e.
Mais il y a quand même beaucoup de qualité, hein, effectivement. As-tu vu ces deux films, Deux hommes dans la ville et surtout Le Professeur, qui est un chef-d'œuvre absolu et total. De plus, aimes-tu les 3 collaborations avec Jean-Pierre Melville? Alors tu ne le cites pas, mais tu me parles d'Alain Delon très clairement. Alors, Deux hommes dans la ville et voilà, oui, alors, Le Professeur, c'est un Delon que j'adore et qui est pas, enfin je crois que c'est pas très bien noté, enfin, comme pas mal de Delon que j'adore, je veux dire. Mais oui, oui, alors, voilà, je les ai vus, mais j'ai vu tous les Delon de toute façon. Les 3 collaborations avec Jean-Pierre Melville, oh, oui, je les aime, mais enfin c'est plus qu'aimer. J'aime même, alors parce que bon, Le Samouraï et Le Cercle Rouge, enfin, je sais pas, c'est des chefs-d'œuvre, quoi, vraiment. Mais Un flic, j'adore également. Je surkiffe ce film. Donc non, non, moi, les 3 collabs Melville-Delon, je suis ultra fan. Niveau illustrateur, je serais curieux d'avoir ton avis sur le travail d'Eliran Kantor, principalement illustrateur de Metal Extreme. Je trouve certaines de ses œuvres particulièrement malaisantes. Je ne connaissais pas du tout. Je suis allé voir sur le net. Et le mec est très doué. Le mec est très doué. Alors mon avis, bah en fait, ça m'a pas parlé par rapport aux thématiques, tu vois ce que je veux dire. Les thématiques des illustrations, les peintures, hein, vraiment. Hein. Les thématiques, ça me touche pas, c'est pas trop ma cam, quoi. Moi je suis plus Mark Ryden, tu vois, par exemple. Enfin, pour rester dans les peintres ou illustrateurs qui ont fait des pochettes d'albums. Mais en tout cas, c'était intéressant parce que je connaissais pas ce bonhomme et il a beaucoup bossé. Hein. Enfin, je pense que j'imagine qu'il continue. Serais-tu preneur d'un film sur Carlos Ghosn, son ascension, sa chute, son exfiltration? Ça me semble assez cinématographique comme vie. Je verrais bien Laurent Lafitte pour l'incarner. Mais moi, maintenant, Laurent Lafitte, je vais voir Bernard Tapie à chaque fois que... Enfin, je dis ça, mais en fait, non. Ouais, moi, carrément, je serais carrément preneur. Hein, mais carrément, même, hein, totalement. Ah ouais, alors là, on arrive à des questions que j'ai un peu regroupées, parce que je pense que je vais être obligé, à chaque JDV, de faire une section les questions de la honte, qui ne tue pas, mais rend plus fort. Parce que la honte, ça tue pas, mais rend plus fort. C'est ce qu'il faut se dire, en tout cas. Donc c'est des questions où, voilà, vous allez voir. As-tu vu Primal? C'est une série animée magistrale de Tartakovsky, sorte de mix vénère entre Conan le Barbare, Jurassic Park et Mad Max. Je n'ai jamais vu ce truc, et je n'en ai même jamais entendu parler. Voilà, donc c'est la honte. 2 films vus récemment que j'ai beaucoup appréciés, et donc que je te recommande chaudement. Alors là, j'ai avoir du mal à prononcer. Sinentenchi. À rechercher sous le titre, voilà, Curse of the Alps, un film d'horreur de 2010 de mon pays, la Suisse, et je pense que c'est le seul en plus sur une légende méconnue du folklore. C'est beau, c'est la Suisse normale, dis-tu, captivant, glauque et vicieux, un petit bijou, et puis un film néerlandais, Our Girls, 2025, donc très récent celui-là, c'est bizarre, ouais, j'ai pas du tout entendu parler de ça non plus. Bien froid comme il faut, avec des personnages volontairement insupportables. Comment garder l'apparence de famille parfaite dans la pire des situations, tu vas adorer les détester. Donc je les ai notés, mais je connaissais pas. Donc merci pour ta reco, enfin tes recos par contre. Je viens de découvrir un artiste que je ne connaissais pas, M. Simon, avec sa chanson avec Dirty Werewolf, et j'ai trouvé que tant dans son style que son univers, il y a des trucs qui me font penser à toi, mais peut-être que je fais fausse route. Si jamais tu connais ou vas jeter un œil, tu me diras. Alors écoute, je connaissais pas du tout Aimé Simone, ou M. Simone. Je suis allé écouter, j'ai pris le titre, enfin un titre qui s'appelle Shining Light par exemple, j'ai eu 7 millions de vues. J'avais honte quoi. Bon, moi je sais même pas qui c'est quoi. Et d'ailleurs la chanson j'avais jamais entendu de ma vie. Alors j'ai pas du tout aimé. Mais c'est pas que c'est pas bien, hein, mais j'ai pas du tout aimé. J'ai un peu insisté, j'ai écouté notamment, j'ai noté In My Blood et encore une autre. Après j'ai arrêté. Parce qu'en fait, il y a un style dans les arrangements, j'allais dire reggae. Oui, mais reggae, R&B, tu vois, que j'aime pas du tout. Donc du coup, ça veut évidemment pas dire que je trouve que c'est pas bien. Mais c'est un style de musique. Enfin, ouais, non, là, t'as fait fausse route. C'est vraiment, c'est le genre de sonorité que j'aime pas du tout. Même la façon un peu de chanter. Je sais pas. Non, j'ai pas du tout accroché. Mais je te remercie quand même. D'abord parce que maintenant, si on m'en parle, je pourrais dire que je connais. 7 millions de vues quand même sur, je sais plus quel titre. As-tu lu le livre Soquan Island de David Van? Je pense que ça devrait te plaire. Pas du tout, parce que je connais pas ce livre, et je connais même pas son auteur. Putain, sérieusement. Tu te l'épargnes pendant toute l'émission? Bah oui, mais qu'est-ce que t'as cru, mon pote? Donc je me le note, même si, putain, il faut absolument que je me remette à lire. Hein. Non, mais c'est compliqué. Hein. Bientôt, je ne saurais plus lire du tout. Hilarant. Et c'était la dernière question sélectionnée. Je vais donc m'arrêter là, et je vous laisse...
en compagnie de 2 magazines passionnants, ou presque. Et je vous donne surtout rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et nous voici en présence d'un numéro du magazine Vidéo 7, mars 83, 12 francs, que j'avais donc acheté à l'époque, pour la présence de Stallone, mais en fait presque pour la couve déjà, c'est-à-dire que je pense que je l'avais détaché et mise au mur, c'est absolument certain. Et alors Vidéo 7, ce qui était génial, hormis la fin du magazine évidemment, c'était LOL, les publicités de dingue. Donc là c'est un gros flashback. Alors t'avais de tout, c'était absolument extraordinaire. Des trucs que bien évidemment les moins de 20-30 ans ne peuvent pas connaître. Donc c'est un bonheur à chaque page, hein, très franchement. Torny et My vidéo, putain, mais qui se souvient? Et que une publicité en noir et blanc, mais enfin noir et blanc et un peu de bleu, mais je vois pas le concept en fait. Ça donne tellement pas envie. Oh putain. Donc voilà, pour la promotion de vente de vidéos cassettes, quoi, de VHS, quoi. Ciné vidéo distribution, putain, rue du Colisée, mais je ne connais aucun de ces films. Attends. Non. Ah putain, les chefs-d'œuvre des arts martiaux, bon voilà, c'est des gros magazines, hein, donc on va feuilleter assez vite. Ceux qui veulent se faire plaisir pourront mettre pause. Bulletin d'abonnement, 12 numéros pour le prix de 10. Je disais m'abonner pour un an, vidéo 7 pour 120 francs au lieu de 144. Eh ben, 82 l'année cinéma, en vidéo cassette. Oh putain, mais là, ça va être compliqué. Oh là là, putain, ça pique les yeux, c'est magnifique. Absolument magnifique. Guerre secrète, Fonda, Bourvil, Girardot, Robert Hossein, mais je ne connais pas du tout ce film. Aïe 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 aïe, titre majeur avec Alain Delon. Ouais, Borsalino, évidemment. Je suis désolé, mais prochainement disponible en vidéocassette. Mais qui était le coupable de cette illustration? C'est quelque chose quand même. Ah putain, les publicités pour René Château vidéo, garde à vue, chef-d'œuvre ultime du cinéma français, messieurs dames. De si gentils petits monstres, mais non, mais je ne vois pas. Je ne vois pas. Toutes les marques de VHS vierges, quoi, étaient là-dedans. Ça, c'est absolument certain. Waouh! Absolument magnifique. Je vois même pas, du coup, quelle marque c'est. Putain, mais non. Le femme criminelle et l'enfer des tortures. Oh là là, alors ça. Non, mais quand j'ai vu ça. D'ailleurs, le Sun de Télégraphe, ils se sont un petit peu amusés parce que. Ah, remarque, hurlement. Ouais, non, parce qu'en anglais, c'était pas ça, me semble-t-il. Voici Howling, haha, lol. Version originale. Octopussy. Marie-France Pizier. Oh putain, quand on sait comment elle est morte, bref. Marie-France Pizier qui était donc, voilà, c'est la petite minute People Rago, une très bonne amie de ma mère et qui m'a bercé quand j'étais bébé et que j'ai connu quand j'étais tout petit, qui était super gentil, que je trouvais très belle. Je me souviens, je disais, ah non mais elle est trop belle et tout. Je sais pas, je dis ça, j'avais 5 ans, hein, un truc comme ça, 6 ans. Bon, Stallone, étalon italien, sachant que sur l'affiche étalon italien a aussi fait du cinéma Renault. Waouh, là je devais être tout fou. Je suis à peu près certain que je me suis mis au mur celle-là. Cette double page. Las Vegas, les jeux sont faits. Les petites recommandations de la technologie de l'époque. Critique de film. Je comprends pas pourquoi. La sélection télé, vidéo parade, les titres les plus demandés du 15 janvier au 15 février, donc 1983. Nous avons le Mad Max, L'As des As, Rocky 3, La Balance, lol. Tir groupé,
Les Misérables, Moonraker, Caligula, Un justicier dans la ville, Conan le barbare, Midnight Express, Le dernier métro. Voilà, voilà, et ça continue. Une fiche VHS absolument ignoble pour la mort aux trousses. On ferait un dégradé de rose vers le blanc, et ça serait jaune poussin. Oula, ah non, il y a toutes les couleurs, ok, d'accord. Encore pire que ce que je croyais. Monte Carlo, festival de nouvelles images. Magnétoscope Philips, qui donc coûtait une fortune hein, à l'époque. Hein, voilà. 83, avoir un magnétoscope, c'était assez aisé quand même. Hein. Encore, ça, les prix se sont démocratisés un peu plus tard. Tout sur du matos là. 13 caméras comparées, je pense que ça va vous passionner. N'hésitez pas à mettre pause et à regarder tous les détails. Oula, double page de publicité pour un éléphant, ça trompe énormément. Avec Jean Rochefort, mais quelle extraordinaire comédie ce film. François Truffaut, je ne suis pas un cinéphile, donc ça ne m'intéresse pas. Alors, le verdict, ok, L'œil du tigre, 3 étoiles, bon bah ça va. Quoi? Dark Crystal, 4 étoiles, et L'œil du tigre, 3 étoiles, bah vas-y, va te faire foutre. Tu m'as énervé, ça y est, c'est bon. Coup de poing chez Proserpine. Ah oui, le ruffian. Oh là 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 là. Putain, incroyable. Micro 7. Là, je commence à flipper un peu parce qu'on se rapproche de la fin du magazine. Et bref. Alors être prudent. Ou faire du montage. Voilà, c'est interdit aux enfants. Hein, ce qui est fou d'ailleurs, parce que donc ce magazine, lui, ne l'était pas du tout interdit aux enfants. Et du coup, bah, moi j'ai acheté ça, 83, j'avais 11 ans. Voilà. Ah putain. Nous voici en présence d'un numéro exceptionnel du magazine OK H Tendre, ou H Tendre OK, je n'ai jamais su dans quel ordre ça devait se prononcer. Et est-ce qu'on s'en battrait pas un tout petit peu les reins? Bah, je pense que oui. La plus forte vente des magazines de jeunes. Était-ce prouvé? J'en doute. Ça coûtait 4 francs à l'époque, en mars 1984, quand ce numéro est sorti. Je me souviens extrêmement bien l'avoir acheté, tout tremblotant. 84, bah, j'étais pas vieux, hein. Et j'étais fan hystérique de Michael Jackson. C'était mon dieu à moi, enfin à moi et à quelques centaines de millions d'autres enfants. Bref, nous allons... Bref, je l'ai récupéré il y a très peu de temps pour la modique somme de 4 euros. Et je n'ai pas eu le temps de l'ouvrir en fait. Je l'ai reçu, j'ai vérifié qu'il avait l'air bien et je l'ai rangé. Donc ça va être un petit peu la redécouverte pour moi aussi. Même si, bon, voilà, pour les moins vieux d'entre vous, vous allez juste halluciner sur pas mal de trucs, je pense. Regardons un petit peu déjà qu'est-ce qui nous est promis sur la couverture, à part donc la présence de Michael. Alors déjà un témoignage qui m'a l'air assez bouleversant. Je pense qu'on va le passer en regardant un petit peu ailleurs, hein, parce que voilà, c'est pas une vidéo dramatique. Hein. Un témoignage qui dit: j'étais enceinte et il m'a laissé tomber. C'est absolument... enfin, c'est mieux que je m'en remette. Ouais, ça y est, ça va mieux. Ensuite, alors, un scoop de ouf. Hervé Villard s'explique sur sa mystérieuse disparition. Hervé Villard, il y a pas mal de personnes qui regardent cette vidéo qui n'ont même pas idée de qui c'était. Eh bien, c'était un chanteur. Alors déjà, à cette époque-là, c'était un chanteur assez ringard. Hein. C'est un chanteur de vieux. Hein. Je me souviens très bien. Pourtant, il n'était pas forcément vieux à l'époque lui-même, hein, mais c'était vraiment les chansons de grand-mère. Enfin, c'était terrible. Bref, nous avons également cette magnifique article sur François Valéry. Des spécialistes vous révèlent le caractère caché de vos vedettes. Et alors, à l'époque, en 84, visiblement, François Valéry était une vedette. François Valéry, voilà, pour les plus vieux, si vous avez oublié, Mon nous vivant, elle danse, Marie, elle danse plus quoi. Il y avait quoi encore? Putain, c'était ignoblissime. Un cauchemar, bref. Et nous avons... ça c'est génial ça. Excusez-moi, je rime parce que je pense que ça va être très 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 sympa. Le drôle de secret des shorts
Mais si, les shorts, mais si, regardez, vous les reconnaissez pas. C'est un boys band, visiblement, hein. En fait, je n'ai aucun souvenir de ce groupe, mais aucun. Je n'ai jamais vu de ma vie. Bah, la preuve que si, puisque j'avais ce magazine, mais je ne sais pas ce qu'ils chantaient, ça avait l'air assez ignoble. Bref, le principal intérêt de ce numéro, c'est le déchirement de Michael Jackson après son accident. Il n'a pas le droit de se faire opérer. Et alors, bon, l'accident, vu que c'est en 84, j'imagine que c'est l'accident survenu sur le tournage de la publicité Pepsi. Accident grave, hein, évidemment, et qui va d'ailleurs pousser Michael à découvrir la redoutable efficacité des opiacés, et ça va être un peu le début d'une vie de souffrance, hein, là on va pas se mentir, et de dépendance. Il n'a pas le droit de se faire opérer, alors j'imagine qu'ils vont parler... alors j'imagine qu'ils vont parler des témoins de Jéhovah dont il faisait partie à l'époque. Enfin bref. Alors, ça démarre très 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 fort. Donc le secret de sa mystérieuse disparition, Hervé Villard, une jolie fille et une escapade dans le désert. Putain! Oh là là là, là je suis hyper déçu les amis. Les secrets de sa mystérieuse disparition, je pensais qu'il allait raconter qu'il avait été kidnappé, séquestré dans une cave. Oh non, c'est nul. En fait, c'est juste, il est parti en week-end avec une gamine, quoi. Oh non, non, très 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 déçu. On nous annonce quand même que son apparition à l'émission Cadence 3 a rassuré ses amis et ses fans. Oh putain, mais aïe aïe aïe, c'est la misère. On les a rencontrés. Alors c'était donc comment dire la page mytho, la page mytho de OK Magazine. Bon là visiblement c'est clairement sur Michael. Hein. Et je pense pas, non, je ne pense pas que l'équipe de Hockey H Tendre Magazine avait rencontré Michael Jackson. Là, visiblement, c'est à la cérémonie des Grammy Awards. Voilà, oui, on a reçu une chier, hein, une chier. On peut le dire, et c'était assez mérité. On les a rencontrés, ah oui, parce que, voilà, ils ont également rencontré Isabelle Adjani, qui était bien à l'époque, hein, la nouvelle reine du cinéma français. Je sais qu'il y avait eu des débats là-dessus, même récemment hein, sur YouTube. Si, ça s'était vraiment écharpé. Je crois qu'il y en a qui se sont fâchés, mais c'est à vie, quoi. Hein. Et ben voilà, alors, en tout cas, on a la réponse. Hein, c'était bel et bien la reine du cinéma français en 84. On va passer un petit peu vite parce que là c'est vraiment la fête, je me mets une balle. Hein. Lambert Wilson, de plus en plus beau, c'est une info sans doute très objective, reposant sur des études scientifiques. Un petit article sur Dynasty, Christophe, Julio Iglesias, François Feldman, putain, bref, voilà. Alors putain, là, je vous conseille, j'ai pas de quoi la masquer, hein, mais je vous conseille de ne surtout pas trop vous attarder. Il me fit comprendre que c'était à moi de me débrouiller et me quitta. Voilà, c'est terrible, c'est absolument terrible. Et d'ailleurs, hein, comment dire, voilà, même à ma pire ennemie, je ne souhaite pas de connaître cette horrible expérience. Voilà, en effet, hein, nous non plus, hein, bien évidemment. Exclusif Michael Jackson, voici pourquoi il n'a pas le droit de se faire opérer. Déchiré entre la peur de rester chauve, aïe 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 aïe, et le respect voilà, de sa religion. Donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Magnifique photo, putain, qu'est-ce qui était beau à l'époque. Donc bref, voilà, avec d'ailleurs photo, je me souviens que cette photo-là nous avait vachement impressionné. Nous les très jeunes fans. Alors ensuite, qu'avons-nous? Sympa les pulls. Et c'est vrai que les pulls c'est sympa. Non, mais on n'en parle pas vraiment. Je pense que c'est devenu un peu un sujet tabou. Là, par exemple, comme il le disait très justement, bientôt le printemps, chouette, rangez vos fringues d'hiver et faites-vous un petit plaisir en vous offrant l'un de ces nouveaux pulls que nous avons déjà pu découvrir dans les vitrines des magasins colorés, matière souple et légère, douillet, toutefois, coupe décontractée, vous adorerez les porter avec votre bon vieux jean. Voilà, effectivement ça fait rêver. Hein. Ça fait rêver. Bon, c'est là qu'on voit que c'était quand même destiné vraiment aux jeunes filles, effectivement, puisqu'il n'y a aucun garçon là-dessus et dans la page. Et nous avons une publicité qui ne s'adresse pas vraiment. Hein. On ne peut pas dire que la cible principale, hein, ce soit les hommes. Les caractères de vos vedettes révélés par les spécialistes de la morphologie. Voilà, je ne sais même pas qui sont ces gens. Ah, psychologue, pardon. Je croyais que c'était des vedettes de l'époque. Oh putain, iridologue, mais qu'est-ce que c'est que ça? Morphopsychologue.
C'est passionnant, mais presque. Cette semaine, François Valéry, alors, ah putain, ça dénonce, hein. Oh là 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 là, il en a pris plein la gueule. Oh putain. Je ne sais, alors, je ne sais pas s'il a fait un procès, je l'ignore, hein. Mais là, ça tape fort, hein. Parfois agressif, hypersensible, possessif. Oh non, non, mais le mec, c'est le mec toxique as fuck. Bon, en quête d'affection, ouais, pudique, ok, ok, ambitieux, ouais, ouais. Agressif, pudique, c'est un combo qui m'intéresse, hein. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Pudiquement agressif, peut-être. Enfin, je ne sais pas. Prenons renouer avec un ex-flirt, c'était le débat de la semaine, putain. Alors, bon, on va pas lire, hein, on va pas tout lire. Moi, je vous le dis, d'expérience, non. Voilà, tout simplement. Comme ça, vous avez la réponse sans avoir besoin de tout lire. Derrière leur réussite, un étonnant secret, les shorts, hein, ils ne se disputent jamais. Non, jamais, jamais, jamais. Alors, de quel succès parlons-nous? C'est ça que j'ai beaucoup de mal à comprendre, si tu veux, parce que moi, les shorts, j'en ai jamais entendu parler de ma vie. Si vous connaissiez ce groupe, n'hésitez pas à me le dire, hein. Sincèrement. Je cherche un titre de chanson dans l'article pour... Est-ce que ça pourrait me rappeler quelque chose? Mais non, il ne cite pas les titres un titre de chanson. Donc tant pis. Donc ils ne se disputaient pas et c'était le secret de leur non-réussite en fait, hein. Plutôt. Bref. Les coups de cœur Symphony. Ouais, putain, ça fait rêver. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est malaisant. Valérie Fernandez, la finaliste bordelaise à l'élection de Miss Hockey 83. Une habituée des élections, puisqu'elle a remporté le titre de Miss Guyenne. C'est complètement dingue. Alors, une personne que bon, tout le monde a oublié, hein, évidemment, elle était de Médard en Jalles. Voilà. Et il faut savoir que pour elle, la solitude, c'était le pire des mots. Ah ouais, ouais, ouais. Tu préfères cancer phase terminale généralisé ou la solitude? Oh non, 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 la solitude, c'est le pire. Nous nous comprenons, alors c'était le courrier des lecteurs, voilà, on va passer. Ouh, spécial garçon, vous voyez que c'était également adressé parfois un petit peu aux garçons quand même, et alors les garçons leur donnaient des super conseils, hein, par exemple, comment draguer les filles, tout ce qu'il faut faire et ne pas faire pour les séduire. Alors, ne pas faire, j'imagine que c'est à base de doigts dans le nez, d'euros et de... blagues misogynes, et tout ce qu'il faut faire, alors là, ma foi, j'avoue que c'est un peu le mystère, hein, donc nous ne le saurons pas. Voilà, nous ne le saurons pas, tant pis. Vacances à la neige pour les McCartney, hein, vraiment génial, super, gagné 100 disques. Oh putain, mais c'était quoi ça? Okay, Flash Boom, au secours. Donc c'est une compile, j'imagine. Vos chanteurs préférés réunis en un seul album, ça semblait extraordinaire à l'époque, car c'est vrai que les compilations, c'était pas 84, franchement, c'était rare. C'était pas un truc... mais c'était rare, il y avait une raison, je veux dire. Ça se vendait pas des masses, ça intéressait pas trop les gens. Donc là, quand même, sur le même disque, hein, tu avais Claude Barzotti avec le Rital. Je suis Rital et je le reste. Ouais, de rien. Jimmy Cliff avec Reggae Night. Bon, bref. Voilà, ouais, c'est la minute chanson. Patrick Coutin, rends-moi mon cœur gamine. Oh putain, chanson de comment dire, de fait un fil, je ne sais pas. Je connais aucune de ces chansons à part évidemment Thriller de Michael Jackson, What a Feeling de Irene Cara que je vais pas vous chanter, celle que je vous ai faite, et puis ah ouais si Break Machine Street Dance, j'adorais. Street Dance, et même la chanson de Police, je vois pas ce que c'est. Wrapped Around Your Finger, j'imagine que si je l'entends, je vais la reconnaître, comme pour Earth, Wind & Fire. Oula, les régimes pour mincir en douceur, ça m'a pas l'air trop douceur là. Une façon de faire le régime. Régime en douceur pour moi, c'est tu me mets quelques donuts. Bon bref. Hilarant, et mots fléchés qui n'ont pas été faits par la personne qui a vendu ce magazine. J'ai un peu honte pour elle, je pense que c'est une inculte, hein. Ils font leur début au cinéma dans Les Béton, un groupe qui sait tout faire, Casanova. Ils ont tellement réussi, et c'était pas du tout plagié sur les Stray Cats. Non, parce qu'il y avait des mauvaises langues qui pourraient dire ouais, ça fait un peu les Stray Cats. Pas du tout. Mais quel rapport, mec? Le sommet de l'amour. Ah voilà, le mini-roman écrit par Dominique Préhu. Dominique Préhu qui, quelques années plus tard, obtint le prix Goncourt pour... non, pas du tout. Putain, derrière, il y a de la nudité, les gars. Alors, je venais de tourner la page et deux photos avec des seins nus.
Et une offre exceptionnelle, luminelle, le maquillage lumière d'Yves Rocher, cet élégant, quoi. Élégant. Ah ouais, putain. Ah non, non, mais si, arrête, l'élégance, c'est ça, quoi. On dirait une tablette télécran pour ceux qu'on connu. Et par contre, une réduc extraordinaire, hein. Ah oui, 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 là on est presque sur une offre digne de Slipsucks. 39 euros, 39 francs 50, 39 euros, mais fais ton jeune. 39 francs 50 au lieu de 79 francs, valable un mois seulement. Alors je me demande bien sur quoi il se basait pour genre, ah, trop tard, vous avez posté votre chèque de réduction le lendemain ça faisait un mois. Ah, qu'est-ce qu'il est drôle. Et donc, oh bah dis, on l'a mis tomber, lol. Voilà pour ce magnifique numéro OK Magazine.